Bienvenue sur Poglidi FR pour une chronique d'actualité des Balkans que vous ne trouverez pas ailleurs en français. Toujours seulement avec le son mais sans image, ainsi vous pourrez vaquer à d'autres occupations tout en m'écoutant. En effet, vous ne trouverez pas ailleurs en français le contenu de nos chroniques et je vais tenter de vous en donner une démonstration. Je viens de regarder sur internet une tribune qui a eu lieu récemment au centre culturel de Novi Sad. C'est une ville au nord de Belgrade en Serbie, d'une obscure chercheure du nom de Jelena Todorović-Lazić, qu'on présente comme docteur et vu ce dont elle parle, ça doit être en sciences politiques, qui s'est amusée, si j'ose dire, à éplucher la fréquence et le contenu des articles consacrés aux Balkans dans le journal Le Monde entre 2013 et 2020. Précisons que les Balkans sont dans cette analyse vus sous l'aspect géographique, c'est-à-dire qu'ils englobent tous les pays de l'ex-Yougoslavie, l'Albanie, la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie. Si on part du postulat que Le Monde donne le là sur les sujets qui feront l'actualité dans tous les autres médias, cette analyse est un bon indicateur. En l'occurrence, elle a constaté qu'en 7 ans, le quotidien Le Monde a publié 58 articles à propos des Balkans. Dans une première période sous la présidence Hollande, 23 articles, très majoritairement consacrés à la crise des migrants et à la route des Balkans, et dans la seconde période, sous Macron, 26 articles sur 35 sont consacrés à l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans. Autant dire qu'ils brassent de l'air à propos de sommets, bureaucratie, réformes, méthodologie d'élargissement, etc. Donc Le Monde, qui est un quotidien, sur 2500 à 3000 numéros publiés, elle ne précise pas de quelle date à quelle date elle fait son analyse, consacre seulement 58 articles à l'un ou plusieurs des pays des Balkans, et ce, très majoritairement par le prisme de l'européisme. Je peux donc être certain, sans même avoir à éplucher la presse française, que les événements dont je parle sur cette chaîne YouTube ne sont pas évoqués ailleurs. Voilà donc un bon argument pour que ceux que les Balkans intéressent s'abonnent à notre chaîne, commentent nos vidéos, voire soutiennent notre média libre par une participation à notre compte Tipeee. Dans le précédent et premier bulletin de notre chaîne, j'ai largement évoqué le mémorandum du 20 mai dernier de l'Académie des sciences et des arts de Croatie sur la protection des intérêts nationaux croates, conditionnant, à son avis, l'entrée de la Serbie dans l'UE, entre autres au renoncement, pour rappel, à, je cite, la propagande grand serbe, entre parenthèses, la question des Bunjevci, la fabulation de Jasenovac et le rapport envers le bienheureux Alojz Stepinac. Fin de citation. J'ai expliqué en quoi cette déclaration est scandaleuse, elle n'a pourtant fait aucun bruit en Europe et très probablement pas dans le journal Le Monde, ni même dans les institutions officielles comme l'Union européenne, pourtant prompte par ailleurs à dénoncer ingérence et propagande, surtout depuis que les événements en Ukraine se sont réchauffés. Je voulais passer à autre chose pour le bulletin présent, mais l'actualité me contraint à revenir, au moins brièvement, à cette question du rapport actuel envers le génocide des Serbes dans la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, après l'Académie des sciences de Zagreb, c'est au tour des autorités politiques de la République de Croatie qui ont interdit l'entrée de son territoire le 17 juillet au président de la République de Serbie, qui prévoyait une visite privée impromptue pour aller se recueillir au mémorial du camp d'extermination de Jasenovac, l'Auschwitz des Balkans. Scandale diplomatique entre Zagreb et Belgrade, les politiques prennent la polémique au bon et on n'est pas plus avancé. On peut trouver étrange que la décision de cette visite privée et la polémique surviennent le lendemain du jour où un avion de transport ukrainien, qui avait décollé de Serbie pour la Jordanie avec à son bord une cargaison de 11 tonnes d'armes, officiellement destinées au Bangladesh, se soit écrasé en Grèce. Quelqu'un a-t-il eu besoin d'un contre-feu médiatique? On n'est pas près de le savoir. La Serbie n'étant pas belligérante dans le conflit ukrainien, mais comme tout pays qui en produit, elle participe au commerce des armes. Il paraît que le président de Serbie avait déjà tenté en septembre 2021, en mars 2022 de se rendre à Jasenovac, mais que cela lui avait été déjà refusé par les autorités croates. Il devait donc logiquement savoir, ce 16 ou 17 juillet, qu'il ferait certainement face aux mêmes difficultés pour s'y rendre. Tout ceci me semble pas très clair. Pour précision, le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, est dans l'esprit et l'attitude politique une sorte d'Emmanuel Macron local, mais avec une petite différence. Il n'y a pas un jour de l'année, ni un média national en Serbie, sans au moins un article, une actualité ou une apparition publique d'Aleksandar Vučić dans une ou plusieurs rubriques. Politique étrangère, nationale, sport, people, un vrai culte de la personnalité. Je laisse à chacun le soin de se faire sa propre image du personnage. Un autre événement est la présentation de la parution d'un livre qui se serait tenu le 22 juillet, dans la salle de lecture des archives de la ville de Zagreb en Croatie, qui a fait scandale en Serbie. Mais apparemment la vidéo d'un média croate qui diffuse une séquence de cette présentation, où parle le directeur des archives et un professeur d'histoire contemporaine de l'université de Zagreb, daterait de 2019 lors de la présentation de la première édition du livre. Là encore, serait-ce un contre-feu supplémentaire à l'affaire de l'avion ukrainien, dont il me semble qu'on n'entend déjà plus parler? On n'en saura rien de sitôt.
Mais on peut trouver étrange que ce soit des comptes Twitter qui aient diffusé cette vidéo sans plus d'infos, et que la presse serbe les ait reprises comme s'il s'agissait d'une information actuelle, faisant réagir plusieurs personnes publiques, dont des historiens, mais pour ma part je n'ai pas trouvé de mention de cet événement dans la presse croate depuis 2019. Alors est-ce que là encore ces comptes Twitter ont opportunément ressorti cette vidéo des oubliettes d'internet pour faire contre-feu? Mystère. En tout cas je n'avais personnellement pas entendu parler de ce livre, qui a pour titre, que je traduis littéralement, L'idéologie et la propagande du génocide grand serbe sur les Croates, le projet de la Serbie homogène 1941-45. Lire homogène dans le sens ethniquement pur, et où l'auteur, un historien croate, affirme que ce sont les Croates qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi après, qui ont été les vraies victimes d'un génocide perpétré par les Serbes, aussi bien par les Tchétniks du général Mihailović que par les partisans communistes de Tito, et que ce serait l'Église orthodoxe serbe qui en aurait été le principal fer de lance, et qu'en réalité les Serbes ont diffamé les Croates en inversant les rôles, accusant les Croates d'un génocide contre les Serbes. Surréaliste. Quand on sait les éléments que j'ai donnés dans mon précédent bulletin, qu'en plus on sait que la Serbie était sous occupation de l'Allemagne nazie dès qu'ils l'ont envahie en avril 1941 jusqu'en octobre 1944, et que le patriarche de l'Église orthodoxe serbe a été le seul chef d'église à avoir été prisonnier des Allemands pendant toute la guerre, puis interné dans un camp de concentration allemand, en l'occurrence à Dachau, de même qu'un de ses plus éminents évêques, l'évêque Nikolai Velimirovitch pour ceux qui connaissent, il y a de quoi être écœuré d'entendre ce genre de négationnisme s'exprimer au grand jour, dans une institution publique de surcroît, et qu'un livre qui le prône puisse être vendu le plus légalement du monde, et qu'on ne découvre tout ça que 3 ans après. Il paraît qu'à l'époque où a eu lieu la présentation de ce livre, cela avait fait polémique dans les cercles intellectuels croates, mais les contradicteurs de l'auteur se revendiquant comme fidèles à l'héritage de la Yougoslavie communiste, leur réaction ne peut avoir été basée que sur l'histoire déformée des événements, puisque le régime communiste yougoslave était par définition totalitaire, il n'y avait aucune liberté d'expression, et l'étude de l'histoire devait se conformer à ce que disait le parti unique. Et pour finir sur ce sujet désolant, une petite polémique ecclésiastique pour vous montrer que dans les Balkans, l'histoire n'est toujours pas rangée dans un placard au fond de la cave, comme ça semble être le cas pour les opinions publiques en Occident. Le concile des évêques de l'Église orthodoxe serbe a canonisé en mai dernier les enfants martyrs victimes des camps Ustashi de Jastrebarsko et Sisak, qui étaient établis à 10-20 km de Zagreb pendant la Seconde Guerre mondiale, consacrant dans le calendrier orthodoxe le 13 juillet, jour où ils seront commémorés à l'avenir. Et voilà qu'il y a quelques jours, le cardinal et plusieurs évêques catholiques de Zagreb co-signent une lettre ouverte au patriarche de l'Église orthodoxe serbe pour protester contre cette décision, estimant que l'Église orthodoxe serbe est manipulée par la propagande communiste et que ces Jastrebarsko et Sisak n'étaient pas des camps, mais des colonies pour orphelins de guerre. Ces évêques feraient bien d'aller visiter la page du mémorial de l'Holocauste américain, le United States Holocaust Memorial Museum, dont je mets sous cette vidéo le lien avec des photos et témoignages vidéo de rescapés de ces camps, pour savoir si réellement c'était des sortes de centres d'accueil pour réfugiés, comme le prétendent les évêques de Zagreb, et je mets aussi la page Wikipédia à propos d'Jastrebarsko. Certes à prendre avec des pincettes, comme toute page Wikipédia, mais ça donne une indication. Il faut savoir que l'État indépendant de Croatie est le seul pays dans l'histoire à avoir eu des camps de concentration dédiés aux enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. Un recensement nominatif de 19 432 enfants serbes, juifs et roms tués dans ces camps a été établi depuis la fin de la guerre. Mais je ne vais pas cette fois m'appesantir sur ce sujet, bien qu'il y ait encore tant à dire qu'il n'est pas connu hors de Yougoslavie. Tout le territoire des actuelles Bosnie-Herzégovine et Croatie est constellé de charniers, crevasses, grottes, où reposent les victimes de ce génocide de la Seconde Guerre mondiale qui n'ont, pour la plupart, jamais été exhumés. Certains de ces charniers ayant même été bétonnés sur ordre du nouveau pouvoir communiste yougoslave. Sous le communisme, il y était interdit d'évoquer en public ce génocide, et aujourd'hui les dépouilles très majoritairement serbes y reposent toujours, entre 77 et 81 ans, selon le lieu, après y avoir été massacrés. À la toute fin des années 1980, la parole s'est un peu libérée, et ces massacres ont commencé à être évoqués par les familles des victimes, mais rares sont les charniers à avoir été exhumés et les dépouilles des victimes enterrées dans une sépulture digne de ce nom, parce que l'éclatement de la Yougoslavie est arrivé dès 1991. Ainsi par exemple, près de la petite ville de Livno, au sud-ouest de la Bosnie, le 30 juillet 1941, les Ustashi avaient jeté vivants 218 Serbes orthodoxes, en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées, dans un karst, c'est une sorte de crevasse naturelle dans une montagne. Celui-là profond d'au moins 50 mètres. Seules 13 femmes et un homme avaient pu être miraculeusement remontés vivants 6 semaines plus tard. Et ce n'est que 50 ans plus tard, en juin 1991, que les familles des victimes, et parmi elles des spéléologues, sont descendues au fond du karst pour rassembler les restes de ces martyrs, les remonter à la surface et les déposer dans un ossuaire
construit à côté de l'église orthodoxe serbe de Livno. Mais le 28 juin 1992, jour de l'une des fêtes serbes les plus importantes dans le calendrier orthodoxe, Vidovdan, l'ossuaire est dynamité, l'église est pillée, dévastée, incendiée par les paramilitaires croates et bosniaques qui venaient de se former quelques semaines plus tôt. Et les incunables que l'église orthodoxe recelait, des livres qui dataient du XVe siècle, ont été préservés par des moines franciscains d'un monastère aujourd'hui musée franciscain de Livno, qui les ont restitués en l'an 2000 à l'église serbe. À Livno, les Serbes en 1991 ne représentaient qu'environ 10% de la population qui y vivait depuis toujours. Ainsi, à peine le dégel du totalitarisme communiste entamé, après des décennies de silence imposé sur le génocide des Serbes dans l'État indépendant de Croatie, très vite survient l'éclatement de la Yougoslavie des années 1990. Et la partition en nouveaux États souverains aujourd'hui rend plus difficile encore la possibilité pour la plupart des victimes, très majoritairement serbes, d'être recensées, exhumées des charniers et décemment enterrées. Inutile de préciser que la plupart des coupables de ces crimes de la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais été traduits en justice, et les familles endeuillées, quand elles n'avaient pas été entièrement décimées, n'ont jamais obtenu justice. Et ce qui vaut pour le génocide des Serbes, Juifs et Roms dans l'État indépendant de Croatie, vaut aussi pour les crimes communistes depuis leur installation au pouvoir à Belgrade fin 1944 par l'armée rouge. À titre d'exemple, Belgrade, la capitale de la Yougoslavie et aujourd'hui de la Serbie, comptait environ 300 000 habitants en 1940, et il n'y en eut plus qu'environ 200 000 en 1946. 100 000 habitants de Belgrade ont été tués pour moitié par l'Allemagne nazie qui l'a occupé pendant près de 4 ans, et l'autre moitié par les communistes yougoslaves, installés par l'armée rouge à partir d'octobre 1944, bien que les bombardements anglo-américains leur avaient préparé le terrain quelques mois plus tôt. Sur ce sujet, je vous invite à vous procurer notre livre, Tragic Pact 1944, qui analyse de près comment l'aviation anglo-américaine avait facilité le travail de la conquête de la Serbie aux communistes yougoslaves, en bombardant les villes serbes qui venaient d'être libérées de l'occupation nazie par l'armée régulière du royaume de Yougoslavie, connus comme les Tchetniks du général Mihailovic, et que les communistes yougoslaves ne parvenaient pas à conquérir. Les charniers des crimes communistes à Belgrade n'ont toujours pas été exhumés, ni dans la plupart des régions de la Serbie actuelle. Ce phénomène est un des indicateurs montrant que l'esprit communiste est toujours très présent dans toutes les structures du pouvoir en ex-Yougoslavie, et a un fort impact sur les événements actuels. Car qui d'autre peut avoir intérêt à maintenir cachés les charniers, 77 ans après la fin de la guerre, si ce n'est les descendants de ceux qui en ont tiré profit, ou refusent de voir émerger la vérité qui rendrait leur position inconfortable. Par exemple, nombre de maisons bourgeoises du quartier cossu de Dedinje à Belgrade sont aujourd'hui habitées par des descendants d'apparatchiks du régime communiste yougoslave, qui s'y étaient installés à partir de la fin 1944 en faisant assassiner au grand jour leurs légitimes propriétaires ou les envoyant aux travaux forcés sous couvert de la rhétorique des ennemis du peuple et le cache-sexe de la nationalisation. Les héritiers de ces apparatchiks ont aujourd'hui intégré tous les pans de la société, de la politique, sous toutes les étiquettes possibles, des démocrates aux socialistes, en passant par les prétendus nationalistes, etc., des dirigeants d'entreprises publiques, hauts fonctionnaires, dirigeants de filiales d'entreprises occidentales, médias, entreprises culturelles et institutions scolaires et éducatives, etc. Et ces gens n'ont jamais restitué les biens immobiliers que leurs parents avaient confisqués au nom d'une certaine nationalisation. Au contraire, dès les premières privatisations au début des années 1990, ils les ont rachetés pour une bouchée de pain. Les victimes de ces pillages n'ont d'ailleurs toujours pas été réhabilitées. Par conséquent, dans ces conditions, espérer de la part de ces descendants d'apparatchiks une étude objective des événements passés et même actuels en ex-Yougoslavie est globalement un vœu pieux. Toute cette atmosphère a de sérieuses conséquences sur les populations aujourd'hui, et tant que ce passé n'est pas étudié de façon factuelle et documentée, sans manipulation, sans idéologie, sans falsification, les dangereux ferments d'un nouveau conflit seront toujours présents. Prenons pour exemple le cas des cimetières. Dans le nord de la Bosnie, début juillet dernier, 6 tombes d'un cimetière orthodoxe serbe ont été vandalisées dans une localité de 3000 habitants près du district de Brčko, qui est le condominium séparant l'est de l'ouest de la République serbe de Bosnie. Cette petite localité porte le nom de Maocha, qui est soit dit en passant devenu depuis l'an 2000 le plus grand fief de l'islam wahhabite en Bosnie, c'est-à-dire des Saoudiens, et où il n'y a plus de Serbes. Les autorités ont prétexté qu'il s'agit d'enfants inconscients qui jouaient là, ce que personne ne peut croire. En effet, quels sont ces enfants qui ont l'idée d'aller jouer dans un cimetière? L'incident, entre guillemets, en est hélas resté là. Ce genre d'incident est fréquent en ex-Yougoslavie et les victimes sont dans une écrasante majorité des sépultures de Serbes orthodoxes ou de Juifs. Et on apprend du défenseur des droits des Serbes dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine, dans un article récent du quotidien belgradois Politika, que dans cette entité, dans laquelle jusqu'en 1992 vivaient 542 000 Serbes, et où seuls environ 10% sont retournés vivre, 1100 cimetières serbes orthodoxes ont été désacralisés, partiellement détruits, voire complètement rasés depuis la guerre de Bosnie, 1992-95, jusqu'à aujourd'hui.
Et selon lui, dans les secteurs où les bosniaques musulmans sont majoritaires, même les églises orthodoxes serbes ne sont pas épargnées des dégradations, voire destructions, comme pour effacer toute trace de la présence de Serbes par le passé dans ces régions. Il affirme que cette attitude est préméditée, et appelle les officiels étrangers à venir visiter les lieux de retour de réfugiés tant en République serbe que dans la fédération croato-musulmane, et à se rendre compte par eux-mêmes de la différence de l'état des cimetières orthodoxes serbes comparés aux cimetières bosniaques musulmans, mais aussi de l'état déplorable des zones habitées avant la guerre de Bosnie par les Serbes orthodoxes, et qui sont aujourd'hui sous administration croato-bosniaque. Tout cela est dans la continuité de ce que les Ottomans faisaient déjà lors de leur occupation de la Bosnie dans les siècles passés. En témoigne un article sur notre site publié il y a 20 ans dans le magazine Pogledi, quand on a découvert que les Ottomans construisaient les mosquées en Bosnie en se servant, pour les fondations, des pierres tombales des cimetières et les églises orthodoxes serbes. À l'époque de l'apparition de l'article, la communauté internationale, entre guillemets, n'avait pas jugé pertinente cette découverte dans les fondations de la mosquée endommagée par la guerre. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous mets le lien sous cette vidéo de cet article dont le titre est « Sous la mosquée et une église orthodoxe ». Ça me fait penser aussi au Kosovo Metoši. La ville de Kosovska Mitrovica, au nord, est coupée en deux par la rivière Ibar. Au nord vivent essentiellement des Serbes et au sud uniquement des Albanais. Et c'est au sud que se trouve le cimetière serbe orthodoxe. Les Serbes, à chaque fête de la Toussaint, traversent l'Ibar, sous forte protection armée de la KFOR, pour se rendre dans le sud de la ville, pour honorer leurs défunts. Et y trouvent les tombes systématiquement dégradées, les pierres tombales brisées, arrachées, les sépultures profanées. Chaque année, depuis 1999, sous l'administration de l'OTAN, dans l'indifférence générale. Alors que le cimetière albanais qui est dans la zone serbe au nord de Mitrovica est intact depuis toujours. Mais globalement, ces silences décennaux imposés pendant la période du totalitarisme communiste, qui ne visait à rien d'autre qu'à asseoir un pouvoir qui lui est remis par les grandes puissances et à en tirer profit personnel, ne pouvaient se maintenir qu'en morcelant le plus possible le peuple majoritaire de la Yougoslavie, les Serbes, en créant des nations artificielles à partir de ce peuple, comme les nations monténégrines et macédoniennes qui ont vu le jour en 1945. Et aujourd'hui, les relations entre ces pays nouvellement créés de l'éclatement de la Yougoslavie ont des relations politiques empreintes d'une immense hypocrisie schizophrène. Comme par exemple avec ce qui vient de se passer dans la région du Kosovo Metoši, qui a fait un peu l'actualité ces derniers jours. Alors que s'est-il passé? On a vu passer des images de forces spéciales de la police des Albanais du Kosovo Metoši se rendre avec ostentation dans le nord du Kosovo où vivent majoritairement des Serbes, d'autres où on entend des rafales d'armes automatiques près de la ligne de démarcation, séparant le territoire sous autorité de l'OTAN, au Kosovo Metoši, de la Serbie même. Sur les réseaux sociaux sont évoqués des chars de l'armée de la Serbie qui se seraient massés le long de cette ligne de démarcation, prêts à envahir le Kosovo Metoši. Démenti du ministère de la Défense de Serbie, mise en garde alarmiste du président de la Serbie, l'incontournable Aleksandar Vučić, sur le risque d'un nettoyage ethnique imminent des Serbes par les Albanais au Kosovo Metoši, sur le modèle de l'expulsion des 300 000 Serbes de Krajina, le 4 août 1995 par les forces croates, qu'on commémore justement ces jours-ci en Serbie, mais qu'on fête à Zagreb. Et on apprend que les autorités albanaises du Kosovo, sous tutelle de l'OTAN, avaient décidé qu'au 1er août, les Serbes qui entrent au Kosovo Metoši devaient être munis d'une carte d'identité temporaire et spécifique que ces autorités albanaises leur délivreraient au passage de la ligne de démarcation, et que cette agitation musclée, impliquant des forces spéciales, était probablement destinée à l'imposer par la force aux Serbes du Kosovo Metoši, qui rejettent toute kosovisation, ou plutôt pour être clair, albanisation de leur identité. En d'autres termes, il s'agit de faire en sorte que la carte d'identité de la République de Serbie ne soit plus reconnue par ces autorités albanaises du Kosovo Metoši sous administration de l'OTAN. Les tensions s'apaisent dans l'heure qui suit la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis au Kosovo Metoši, suggérant, entre guillemets, aux autorités albanaises de reporter la mise en application de cette décision au 1er septembre, ce que les Albanais annoncent. Comme toujours, on maintient la confusion dans les opinions publiques pour cacher des calculs politiques et inciter, au moment voulu par une grande puissance dans l'offensive, à provoquer un conflit. Encore une fois, il faut prendre un recul de quelques années. En octobre 1944, l'armée rouge, avec 500 000 hommes, traverse le Danube. Pour comparaison, le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie a mobilisé 150 000 hommes. Elle envahit la Serbie et installe sa filiale, le Parti communiste yougoslave, au pouvoir à Belgrade, sous couvert de lutte pour la libération de l'occupation nazie. Une occupation succède à une autre. La Yougoslavie communiste s'installe, mais elle n'est internationalement reconnue qu'en décembre 1945. Les communistes dépaissent le peuple serbe en 6 républiques socialistes, et incapables de construire une activité économique viable, puisque la plupart des industriels d'avant-guerre qui étaient pour la plupart serbes et leurs équipes étaient liquidés, morts au combat, dans les exécutions sommaires de l'occupant, voire embastillés par les communistes,
Le régime communiste ne pourra très vite fonctionner que grâce à l'endettement extérieur américain, à l'exportation des matières premières comme le bois, et aux premiers émigrés économiques partis en Occident à partir de 1965, qui enverront des devises étrangères à leurs familles, et ainsi jusque dans les années 80. Arrive la chute du mur de Berlin, la dissolution de l'URSS fin 1991, et le bloc de l'Ouest enclenche opportunément l'éclatement de la Yougoslavie à partir du moment où Washington et Berlin sont sûrs qu'il n'y a aucun risque de voir une opposition ferme de la part de Moscou. À partir de 1995, puis 1999, l'ex-Yougoslavie est fermement dominée par les États-Unis. Ils y ont des troupes. Les divers pays issus de l'éclatement yougoslave ont accepté toutes les règles économiques et juridiques occidentales. Les Serbes sont isolés et la Serbie est toujours sous embargo occidental et vient de subir 78 jours de bombardement de l'agression de l'OTAN. Puis vient l'an 2000 et les élections pour la présidence de la République fédérative de Yougoslavie, dont seuls font partie Serbie et Monténégro, que personne ne reconnaît à l'international, et dont les candidats sont Milošević et Koštunica, comme représentants d'une opposition dite démocratique et très hétéroclite, puisqu'elle réunit de mémoire 17 partis politiques, et que la CIA finance abondamment. La première révolution de couleur de l'ère moderne a lieu, et Milošević est renversé. Pour rappel, cette lettre de Willy Wimmer, le vice-président de l'OSCE, au chancelier allemand Gerhard Schröder, envoyée le 2 mai de l'an 2000, dans laquelle un passage est assez éloquent. La guerre contre la Yougoslavie, en 1999, a été menée afin de corriger une mauvaise décision du général Eisenhower du temps de la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, des raisons stratégiques imposent de devoir faire stationner là-bas des soldats américains, afin de rattraper ce qui a été manqué en 1945. Fin de citation. Dès la fin de l'agression de l'OTAN en juin 1999, les Américains construisent une immense base militaire au Kosovo, sans avoir rien demandé à personne, et c'est aujourd'hui la plus grande base militaire américaine hors des États-Unis. La chute de Milošević transforme la Serbie en protectorat américain. Ce nouveau pouvoir, dit démocrate à Belgrade, ouvrira en grand le marché intérieur de la Serbie-Monténégro aux multinationales occidentales, qui vont littéralement remplacer l'économie domestique, et aucun gouvernement ne pourra se former en Serbie sans l'aval de l'ambassade américaine à Belgrade. Et le nouveau cap déclaré des hommes politiques au pouvoir en Serbie deviendra jusqu'à nos jours l'intégration dans l'Union européenne, voire pour certains dans l'OTAN, bien que la majorité des Serbes n'en veulent pas. L'adhésion à l'Union européenne sera la carotte promise à l'âne pour permettre tous les chantages des gouvernements successifs pour obtenir toujours plus de concessions et d'abandon de la part de la Serbie, comme une sorte de soin palliatif dans un suicide lent et assisté. Il s'agit d'abord de livrer au tribunal néo-stalinien de La Haye tous les Serbes qui ont occupé des postes clés dans l'armée ou la politique, que ce soit en République serbe de Bosnie ou en Serbie, pendant les guerres des années 1990, et ensuite de renoncer officiellement à sa province du Kosovo Metoši, pour planter un couteau dans le cœur du peuple serbe, dont c'est l'âme et l'identité. Car bien que l'agression de l'OTAN ne se soit pas terminée par une défaite ou une victoire sur le papier, puisque c'est un accord technico-militaire qui a été signé à Kumonovo, Macédoine du Nord, le but est bien de transformer les Serbes en nations sans racines, empreintes de wokisme, et qu'elles coupent définitivement ses liens culturels, spirituels et historiques avec la Russie, selon la vision de Washington. La chasse à l'homme s'enclenche pour livrer Milošević, Radovan Karadzic, Ratko Mladic, mais comme les Américains s'impatientent, ils donnent le feu vert en 2008 aux Albanais du Kosovo Metoši pour proclamer une prétendue indépendance, que le premier pays à reconnaître sera l'Afghanistan sous protectorat américain. Une fois que ces premières trahisons par les démocrates serbes seront réalisées, la récompense obtenue sera la reconnaissance officielle du statut de candidat à l'Union européenne. Quand on a à l'esprit comment l'Ukraine l'a obtenu récemment, on peut se poser la question sur le degré de sérieux de ce processus. 4 ans plus tard, en 2012, Washington, insatisfait du gouvernement démocrate de Belgrade qui n'ose pas progresser sur la renonciation de la Serbie à sa province du Kosovo Metoši, de peur d'un soulèvement populaire qui les mènerait à la guillotine, décide lors des élections présidentielles en Serbie d'abandonner les démocrates pour mettre en selle ceux que la communauté occidentale avait jusqu'alors honnis en les qualifiant d'extrême droite, bien que, eux aussi, pour beaucoup d'entre eux, sont issus de l'appareil communiste totalitaire, mais qui ont dû changer d'étiquette pour s'acheter une virginité. Je veux parler des anciens radicaux de Šešelj, devenus les progressistes, et ils mettent en selle Tomislav Nikolić, comme président de la Serbie à la grande déception des démocrates, qui pensaient avoir tout fait dans la soumission à l'oncle Sam. Pour information, la Commission européenne de Bruxelles avait officiellement félicité la victoire de Nikolić 3 heures avant la clôture des bureaux de vote en Serbie. Autre info au passage, que beaucoup ignorent, depuis décembre 2006, il y a un bureau de liaison de l'OTAN dans l'immeuble même du ministère de la Défense à Belgrade. Et en 2013 se mettent en place des accords de Bruxelles, sorte d'ouverture d'un prétendu dialogue entre la Serbie, représentée par le Premier ministre Ivica Dačić, et le vice-premier ministre Aleksandar Vučić,
et les autorités de sa province du Kosovo-Metochi sous l'égide d'un haut commissaire européen aux affaires étrangères, Catherine Ashton, et qui engage les signataires sur des concessions que chacun est censé faire dans le but d'un rapprochement, qui a tout d'un abandon de souveraineté progressive de la Serbie sur sa province. Et tout ça avec la carotte de la promesse d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Et depuis, la Serbie sous la présidence de Nikolić, puis celle d'Aleksandar Vučić qui l'a remplacé en 2017, dans une sorte de mini-révolution de palais, mais par des élections présidentielles, Nikolić a été poussé à la retraite. La Serbie se plie aux contraintes de ses prétendus accords, malgré les ponctuelles annonces d'échec des négociations, tandis que la partie albanaise ne souscrit à aucune de ses obligations dans les accords de Bruxelles, dans l'indifférence du médiateur européen sans parler de la communauté internationale. Mais en 2014, considérant peut-être avoir obtenu l'essentiel de la Serbie par ses prétendus accords de Bruxelles, l'attention de Washington se déporte sur l'Ukraine, puisque s'y déroule une deuxième révolution de couleur, plus musclée que celle de 2004, où Washington est en train de rentabiliser le financement et le soutien au renversement du président ukrainien légitimement élu, pour y faire établir un pouvoir fermement arrimé à l'Occident contre la Russie. Cette révolution réussit entre autres grâce à la mobilisation des groupuscules néo-nazis ukrainiens, qui commencent à faire régner la terreur dans les zones russophones de l'Ukraine, où ce changement de régime par la force n'est pas accepté, notamment dans le Donbass. Un conflit armé est en train de naître en Ukraine, reléguant l'ex-Yougoslavie au second plan dans l'actualité. Et voilà qu'en 2019 est mis en place une vieille lubie, un Balkan ouvert, ou Open Balkan, qui serait censé être l'antichambre de l'Union européenne dans laquelle les pays non encore membres s'entraîneraient en quelque sorte dans un mini-espace Schengen, une mini-communauté économique, où la circulation des biens et des personnes serait libre, et les échanges économiques stimulés. Aujourd'hui en sont signataires la Serbie, la Macédoine du Nord et l'Albanie. On se demande qui se moque de qui. La Serbie a plus de 2 fois la population des 2 autres membres, près de 2 fois le PIB et en nominal et en parité de pouvoir d'achat des 2 autres additionnés, et un taux de croissance économique supérieur aux 2 autres. En outre, les 2 autres pays ne reconnaissent pas l'intégrité territoriale de la Serbie, c'est-à-dire que Macédoine et Albanie reconnaissent l'indépendance illégale du Kosovo-Metochi de la Serbie. Et d'ailleurs, il est passé sous les radars médiatiques que l'Albanie et les autorités albanaises du Kosovo-Metochi ont tenu un conseil des ministres communs l'an dernier à Tirana, pour acter d'une suppression au moins douanière des frontières entre ces 2 entités, créant en théorie une grande Albanie fantasmée, englobant le Kosovo-Metochi dans l'Albanie, qui pour information n'a existé dans l'histoire seulement sous l'Italie fasciste qui l'avait annexée à elle, puis l'Allemagne nazie. Celle-ci n'est bien sûr reconnue par personne officiellement, mais l'État profond albanais œuvre à son projet séculaire de dissolution de la terre millénaire serbe dans ses possessions, et l'effacement de tout ce qui témoigne de l'existence millénaire des Serbes orthodoxes dans la région, quand ce n'est pas une appropriation pure et simple de l'histoire serbe, renommant tout ce qui le rappelle par des néologismes à l'alphabet albanaise. Soit dit encore en passant, personne jusqu'à aujourd'hui n'a posé publiquement la question de savoir comment vivent entre 30 et 50 000 Serbes orthodoxes et musulmans en Albanie, descendants des Serbes qui y vivaient avant même la création de l'Albanie et qui depuis, notamment sous la dictature communiste d'Enver Hoxha, avaient interdiction de porter un patronyme à consonance serbe, à employer ou à apprendre la langue de leurs ancêtres, à pratiquer leur foi puisque l'église orthodoxe serbie était interdite, et n'y étaient même pas reconnus comme une minorité. Ils n'ont réussi à préserver leur identité que clandestinement, en se donnant un nom serbe officieux, en enseignant le serbe à l'abri des regards, et ce n'est que ces dernières années qu'une association a pu s'y constituer pour préserver leur langue et culture. Je mets un lien sous la vidéo vers l'article du quotidien belgradois Novosti, qu'il a évoqué à l'occasion de la mise en place de cette Open Balkan, ou Balkan ouvert. Hélas, il faudra le traduire sur Internet. Mais revenons à ce Balkan ouvert qui est présenté en Serbie comme une avancée, alors que depuis des années, même avant son instauration, les petits paysans de Serbie se plaignent chaque année d'être obligés de jeter leurs récoltes de fruits et légumes aux ordures, car le prix de revient pour les produire est supérieur au prix de vente sur les étals des marchands en Serbie des mêmes produits en provenance d'Albanie et de Macédoine du Nord. Et alors qu'avec la crise économique récente dans le monde, on parle de difficultés d'approvisionnement en biens alimentaires et en énergie, les signataires de ce Balkan ouvert déclarent récemment qu'ils ont décidé de mettre en place les mécanismes pour se porter en cas de besoin assistance mutuelle en matière de fourniture de biens alimentaires de base tels que sucre, huile, farine, sel ainsi qu'électricité. Pour rappel, la Serbie a un PIB 2 fois supérieur à celui de l'Albanie et de la Macédoine du Nord additionnés. On se demande qui sera le dindon de la farce. Et dans ce contexte surviennent les tensions du 1er août sur la ligne de démarcation entre la Serbie et sa province sous administration albanaise, à propos de ces pièces d'identité temporaires, qui est certainement une autre des mesures prévues pour l'abandon volontaire par la Serbie d'un des pans de sa souveraineté sur le Kosovo-Metochi. Qui est ici vraiment le dindon de la farce? Alors certains évoquent l'idée que Washington tente d'ouvrir un second front, puisque le front ukrainien face à la Russie est en mauvaise passe, et ça me semble improbable.
En effet, si on se souvient de 1941, c'est Staline qui avait eu besoin et demandé à ses futurs alliés États-Unis et Angleterre l'ouverture d'un second front en Europe, plus à l'ouest, pour faire desserrer la pression de Hitler sur l'Union soviétique. Aujourd'hui, la Russie n'en a clairement pas besoin puisqu'elle est dans l'offensive, et pour les États-Unis, ça n'aurait aucun sens. Ce genre de tension avait déjà eu lieu ces dernières années, et en général avant une élection ou un abandon de souveraineté de la Serbie. Comme l'an dernier en septembre 2021, le même scénario s'était déjà déroulé, mais cette fois les chars de l'armée de Serbie avaient vraiment fait mouvement vers la ligne de démarcation face au Kosovo-Metochi, pour être retirés 24 heures plus tard. À ce moment, les forces spéciales de la police des Albanais du Kosovo-Metochi avaient envahi le nord du Kosovo, habité par les Serbes, pour y chercher des contrebandiers. Tout ce qu'ils avaient trouvé, c'était des biens de première nécessité qui venaient de plus au nord en Serbie, comme des packs d'huile de tournesol, du papier toilette, etc. Et ils ne s'étaient pas privés d'arrêter les dangereux Serbes locaux qui s'étaient rendus coupables de prétendue contrebande de ces produits dangereux. Il s'agissait en réalité alors d'étouffer les protestations des Serbes du Kosovo-Metochi contre la décision des Albanais d'imposer aux véhicules immatriculés en Serbie qui entrent au Kosovo-Metochi de remplacer leur plaque minéralogique serbe par une plaque albanaise du Kosovo temporaire. De l'autre côté, ces gesticulations du pouvoir à Belgrade contre ces incidents sont une sorte de gage à ses électeurs à faible coût, qu'il fait quelque chose pour les Serbes au Kosovo, mais aussi d'envoyer le message aux électeurs que le remplacer dans les élections 6 mois plus tard pourrait être une aventure dangereuse. Pour cette affaire des pièces d'identité temporaires albanaises, dont l'adoption est reportée au 1er septembre, gageons qu'elles donneront lieu à des incidents similaires à ceux qui ont déjà eu lieu il y a quelques jours, et alors nous verrons si cela se terminera de la même façon par un report sine die, une adoption discrète ou à une escalade. Mes avis que la situation en Ukraine à ce moment-là aura une grande influence sur l'évolution qu'auront les événements. En résumé, tout ceci est le déballage d'une immense hypocrisie dont paye le prix la population, essentiellement serbe puisqu'elle est la cible des états profonds de ses voisins, mais rien de significatif ne peut se faire en Yougoslavie sans le feu vert de Washington, avec toutefois une résistance à Moscou. Tout se jouera comme depuis toujours dans les Balkans, dans le règlement de compte entre les grandes puissances du moment. Aujourd'hui, il s'agit des États-Unis et de la Russie, avec dans une moindre mesure la Turquie et l'Allemagne. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois, j'espère que ce bulletin vous aura plu. Si vous avez des questions ou des éléments qui nécessitent d'être clarifiés dans un prochain bulletin, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir pour, entre autres, faire vivre cette chronique, n'hésitez pas à faire un don sur notre compte Tipeee dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine chronique de l'actualité dans les Balkans que vous ne trouverez pas dans le journal Le Monde, qui fait la pluie et le beau temps de ce dont les médias parleront. Je voudrais remercier Mile Lukic de Birmingham en Angleterre, sans qui jamais cette chronique n'aurait en pratique pu voir le jour. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la cloche pour être averti de la prochaine chronique, à vous abonner à notre compte Twitter, @pogledy.fr, et à visiter notre site internet www.pogledy.fr sur lequel vous pourrez découvrir nos textes. À très bientôt sur notre chaîne.